Monsieur Guy Mafimba, merci d'avoir accepté notre invitation et d'inaugurer cette nouvelle tribune de Radar 243 dédiée à vos analyses. Merci, bonjour. Écoutez, je tiens d'abord à remercier l'équipe de Radar 243 et notamment sa rédaction de me faire l'honneur d'inaugurer un peu ce concept, ce nouveau concept qui porte mon nom, Guy Mafimba Décrypte. Et j'espère que ce concept aura de la suite au regard de la situation politique, socio-économique et géopolitique et géostratégique de la RDC. Merci. Merci. Nous avons parlé au public, le regard se tourne vers vous présentement. Depuis plusieurs années, vous intervenez régulièrement sur des questions liées à la RDC. D'ailleurs, de nombreux abonnés de Radar 243 nous ont demandé de vous contacter afin d'avoir une tribune pour bénéficier de vos analyses. Mais une question revient très souvent. Vous êtes ressortissant de la République démocratique du Congo. Non. Vous êtes ressortissant, je précisais, de la République du Congo, Brazzaville, comme d'autres personnes le disent. Pourtant, votre engagement en faveur de la RDC est particulièrement marqué. D'où vient cet attachement et pourquoi avoir choisi de vous investir autant dans les questions congolaises? Bonne question. Je tiens d'abord aussi à remercier tous ceux qui me suivent sur Radar 243 et d'autres plateformes numériques et d'autres médias et toute la sympathie qu'ils m'expriment. Alors, mon engagement, pourquoi mon engagement alors que je suis ressortissant de la République du Congo, c'est-à-dire le pays voisin? J'ai souvent tendance à dire, en tant qu'analyste politique, en tant que spécialiste des contentieux historiques et en tant que doctrinaire panafricaniste, j'ai une phrase que j'utilise souvent par rapport à la situation de la RDC. Je dis souvent, la RDC est notre allié naturel. Naturel pourquoi? Parce que la RDC, c'est le pays voisin. La RDC, nous avons le même espace culturel, on partage tout en fait. La RDC, donc c'est notre allié naturel en tant que Congolais de Brazzaville. La RDC, je dis souvent aussi, c'est notre allié historique. Nous avons une histoire commune. Révisiter seulement le royaume du Congo, avant la colonisation, avant l'esclavage. Vous comprendrez pourquoi je parle de notre allié historique. On a la même histoire commune et je pense qu'on peut avoir la même perspective historique aussi commune. Et je dis souvent aussi, la RDC est notre allié géopolitique et géostratégique privilégié. Pourquoi? Parce que la géopolitique de la RDC dépend aussi de la géopolitique du Congo voisin et vice-versa. Je prends un exemple simple. Lorsque la RDC ça tousse, le Congo peut éternuer et vice-versa. D'où mon intérêt sur ce qui se passe sur le plan politique, socio-économique et autres en RDC et vice-versa. Je dis aussi, toujours en exemple pour mieux comprendre les choses, même sur les questions sociologiques, vous savez le phénomène des Kuluna. Les phénomènes de Kuluna traversent les deux pays. Et ce qui fait que ce qui touche en RDC touche le Congo voisin. Et je terminais sur pourquoi je dis allié géostratégique. Et ça, c'est important tout au long de la tribune, je vais revenir sur ça. Pourquoi nous sommes l'allié géostratégique privilégié? Vous savez, on partage le bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est à la fois le bassin forestier, c'est à la fois le fleuve Congo que nous partageons. Donc, à travers le bassin forestier, la RDC est presque un pays solution. À travers le fleuve Congo, c'est-à-dire l'eau, vous savez, dans 10-15 ans, il risque d'avoir une bataille, un problème d'eau sur la planète. Et nous avons la chance historique que Dieu nous a donnée de nous avoir donné le fleuve Congo. Et bien entendu, le bassin du Congo, notamment la RDC, ce sont les matières premières stratégiques, ce sont les terres rares. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, après ce que nous avons connu à travers les hydrocarbures, les crises existentielles actuelles, ça sera la maîtrise et la maîtrise des matières premières stratégiques qui ont pour impact tout ce qui est technologique, et bien entendu, à travers toujours ces matières premières stratégiques,
nous avons aussi un leadership mondial qui se joue en RDC. D'où cette fameuse phrase, c'est notre allié naturel, c'est notre allié historique, géopolitique et géostratégique, d'où mon intérêt pour la RDC et ce qui fait que, en tant qu'analyste politique, cadre politique et bien entendu doctrinaire panafricaniste, ce qui touche la RDC touche Guy Mafimba. D'accord, mais dans la continuité de cette question que je viens de poser, depuis quand vous vous intéressez à la RDC, à ces défis? Cet engagement est-il antérieur à l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir ou s'est-il renforcé depuis son ascension à la magistrature suprême? Alors, non, la RDC m'intéresse depuis mon jeune âge. J'étais à Brazzaville lorsque c'était sous Mobutu. Hein. Sous Mobutu, bien entendu, nous étions dans le pays voisin. Il y avait souvent des frictions politiques parce que nous étions un pays révolutionnaire. C'était pas le cas du Zaïre de l'époque. Donc on s'intéressait déjà à cela. Je m'intéressais déjà. Mais c'est quand j'arrive en France que je m'intéresse de plus en plus à ce qui se passe en RDC parce que à l'arrivée de l'AFDL, et je vais vous surprendre, hein, nous étions nombreux parce que c'était la chute du mur de Berlin. On avait besoin du pluralisme politique. Moi, je suis un démocrate. Et donc, on avait estimé que le pouvoir du président Mobutu avait fait son temps. Il y avait une fin de cycle. On avait besoin de pluralisme politique. Donc, nous avons accompagné l'arrivée de l'AFDL. Et malheureusement, on sait ce qui est arrivé. Et d'ailleurs, je terminerai sur ça. Tout le régime de Joseph Kabila, pendant 18 ans, beaucoup de frères de la RDC vous le diront, j'étais dans les manifestations, j'étais dans les réunions pour dénoncer, ouais, entendu, pour dénoncer le régime de Joseph Kabila, comme je dénonce aussi un certain nombre de régimes autoritaires et dictatoriaux, parce que j'estimais que ce n'était pas l'avenir de la RDC. Malheureusement, l'histoire m'a donné raison. Excusez-moi. Et pour Félix Tshisekedi, ben, il y a deux choses qu'il faut dire. Nous sommes de la même promotion. Ah oui? Bien entendu, nous sommes de la même promotion, né après les indépendances politiques. Il est arrivé pratiquement, il est revenu en France dans les années 85 en exil, moi aussi, bien entendu. Nous luttions contre les régimes autocratiques, moi aussi. Et bien entendu, nous sommes les enfants de l'après-guerre froide. Et ayant fait nos armes en Europe, nous n'avons pas un rapport de maître à esclave, passez-moi le terme, avec le colon ou avec les Occidentaux ou avec toute autre puissance. Donc nous avons un rapport gagnant-gagnant. Et enfin, ce qui notre convergence de vue avec le président Tshisekedi, c'est le fait que nous avons pensé, lui il pense, et parce qu'il est déjà aux affaires, il a les manettes du pouvoir. Très vite, lorsqu'il arrive aux affaires, vous avez, les gens n'ont pas constaté, il a fait le tour de tous ses 9 voisins pour partager l'idée selon laquelle, mais moi j'ai un pays grand, moi j'ai un pays potentiellement puissant, et je peux faire en sorte que, nous pouvons faire en sorte que ce pays soit un pays pivot, dont le terme de pivot, je parlerai plutôt du terme de centralité géostratégique majeure, qui peut faire en sorte que, à travers la RDC, on puisse faire renaître et le bassin du Congo et l'Afrique en général. D'accord, nous allons même revenir sur le terme pivot. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Mais j'ai une question par rapport à tout ce que vous venez de dire. Est-ce que je pense que vous savez que vos détracteurs affirment parfois que vous êtes tshisekidiste, proche de l'UDPS, ou encore que vous seriez rémunéré pour défendre le pouvoir en place. Que leur répondez-vous? Alors, vous savez, la politique, c'est un sacerdoce. Il y en a qui arrivent par conviction, d'autres qui arrivent pour faire carrière. Moi, je suis arrivé par conviction. C'est un sacerdoce. Je vous ai expliqué tout à l'heure, dans les années 85, déjà, nous luttions contre les systèmes autoritaires. Alors, sur ce que disent les détracteurs, que je serai un Tshisekedi, si on me calque d'être tshisékédiste parce que nous avons une convergence de vues sur des questions de souveraineté, sur des questions de démocratie, sur des questions de respect des droits humains, oui, je peux dire que je suis tshisékédiste. Parce qu'un analyste politique, un éditorialiste, je suis dans la bande à Karil, dans les chroniques sur Global Africa Télé Sud, mais un analyste politique peut avoir des positions par rapport à sa colonne vertébrale politique. Donc par rapport à ça, ça ne me gêne pas. Si je suis tshisékédiste par rapport
à la défense de ces principes, je suis d'accord. Maintenant, pour les questions, je suis rémunéré, je serai leader de PS, non. C'est un peu un manque de respect parce que vous conviendrez avec moi que lorsque je fais mes analyses, c'est généralement des choses à la fois factuelles, pertinentes, que j'essaie de mettre à la disposition de l'opinion pour qu'elle juge. Mais enfin, renuméré, vous savez, en lingala balobaka, est-ce que vous sommes motaboy likonda? Mais je dis tout simplement que la communication, parce qu'il faut que les Congolais le sachent, l'opposition actuelle, sinon le système Kabila et Paul Kagame ont mis énormément de moyens dans la communication pour influencer un certain nombre de narratifs qui a duré depuis pas mal de temps. Ce qui fait que depuis que nous sommes dans la bande à carré globale Afrique du Sud, en tout cas nous avons contribué à édifier à la fois l'international et le national sur les véritables enjeux de la crise sécuritaire en RDC. Et je ne peux que me réjouir du fait qu'on puisse capter l'opinion à la fois nationale et internationale. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors, sur votre engagement personnel à la vision panafricaniste, Monsieur Mafimba, vous vous définissez avant tout comme panafricaniste. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la place de l'Afrique dans le monde? Certains estiment par exemple que le continent demeure insuffisamment représenté dans les grandes instances internationales comme les G7 ou d'autres forums de décision et qu'il continue davantage à subir les rapports de force qu'à les influencer. Partagez-vous ces constats et pensez-vous que l'Afrique aujourd'hui est différente de celle d'hier? Oui, déjà il faut dire une chose, le constat qu'il faut faire, tout le monde dit que le XXIe siècle sera africain. Très bien, mais malheureusement l'Afrique est reléguée. Vous venez de le dire tout à l'heure. On n'est pas représenté, rien qu'à voir au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Afrique n'existe pas. Au niveau d'un certain nombre d'organisations internationales, on n'existe pas. Et effectivement, l'Afrique est reléguée. Au regard de son potentiel, on peut dire que c'est un constat assez amer, 65 ans après les indépendances en général. Maintenant, il faut dire une chose. Oui, nous avons connu l'esclavage. Oui, nous avons connu la colonisation. Il faut tirer les enseignements. Il ne faut pas s'asseoir sur ces vicissitudes de l'histoire. Il faut comment se régénérer autrement. Et ça passera aussi par l'émergence d'un certain nombre d'hommes d'État. Je vais vous faire court. Vous savez, on a eu l'indépendance parce qu'il y a eu des hommes d'État à l'époque. On parlera de Lumumba en RDC. Nous parlerons de Chenou, Opango, Tchister, Tchichele, Youlou, Chenou, un peu partout. Des grands hommes qui se sont battus pour les indépendances. Et il y a eu, notamment en Afrique centrale, des pays qui ont aidé les pays de l'Afrique australe à prendre leur indépendance, comme l'Angola, la Mozambique et autres. La RDC actuelle et le Congo, nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Mais une fois qu'on a eu cela, on a dormi un peu sur nos lauriers. Pendant pratiquement toute la guerre froide, les pays africains ont été les instruments des grandes puissances pour leurs intérêts respectifs. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons continuer ainsi? Non. Je recuse les termes d'unité de l'Afrique. Je ne pense pas à cela. Je suis plutôt pour une autre thèse, la thèse de la Renaissance africaine qui a été développée par Thabo Mbeki, qui avait divisé l'Afrique en différentes zones. L'Afrique australe avec comme pôle de croissance, on va dire l'Afrique du Sud et autres, l'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Afrique centrale, la RDC et l'Angola, raison pour laquelle je me réjouis du réveil du dragon ou du géant qu'est la RDC, l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et autres, et puis le Maghreb, je passe, et le Nigeria, bien entendu. Donc, je suis plutôt pour cette thèse-là, mais à la seule condition qu'on puisse avoir des hommes d'État, et ça c'est important, et la RDC est sur la bonne voie, un certain nombre de pays sont sur la bonne voie, et en même temps qu'on prenne conscience de nos potentialités. Et là, il y a encore un gros souci. Je terminerai en une seule phrase. Voyez-vous, ça fait 30 ans que la RDC est en proie à une guerre d'agression menée par le Rwanda de Paul Kagame. Quelle a été la réaction de l'Union africaine?
de l'Union africaine, d'abord de l'unité de l'OUA, puis de l'Union africaine. Elle a presque fermé les yeux, sinon elle accompagne. Il faut attendre les puissances pour arrêter cette guerre-là. Donc nous avons un gros souci en termes de prise de conscience et de nos potentialités et de notre manière de faire pour être dans le concert des nations en tant que continent. Restons dans cette logique, Monsieur Massimba. Vous affirmez régulièrement que la RDC est un pays pivot. Que signifie concrètement cette expression? Oui, pivot. On parlera de centralité géostratégique majeure, je le disais tout à l'heure, c'est des gros mots, mais ça dit quoi? Ça dit tout simplement que la RDC, c'est un pays qui est convoité. Pas pour nos beaux yeux, pas pour les beaux yeux des Congolais, mais parce que la RDC dispose des matières premières qui sont stratégiques pour le monde d'aujourd'hui, où le leadership mondial se joue aujourd'hui entre, par exemple, une grande puissance comme la Chine, les deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, première chose. Deuxième chose, pays solution pour les questions liées à la transition énergétique à travers le bassin forestier. Vous savez que le bassin du Congo, le bassin forestier du Congo, 75% c'est en RDC. Et bien entendu, la démographie, le capital humain, c'est le plus important. Voyez-vous, les gens ne se rendent pas compte. Regardez, nous sommes en France ici, là. Est-ce que vous voyez le soft power qu'est en train d'impulser la RDC? Il ne passe pas une semaine sans qu'on voit un artiste de la RDC remplir les salles ici. Fally Ipupa, Ferré et les autres. Prochainement, ça doit être JP Piana, Papa Chéri. Voyez-vous, c'est un soft power important. Mais la valeur ajoutée repart où? En RDC. Donc, et regardez ce qui s'est passé avec le mondial. Rien qu'avoir la tenue qu'a portée l'équipe de la RDC, comment ça fait le tour du monde et comment les étrangers qui ne connaissaient pas la RDC ont aujourd'hui réussi à mettre une main, un doigt sur la carte du monde, mais surtout comprendre que la RDC, ce n'est pas seulement la guerre. La RDC, ce n'est pas les ethnies qui sont en train de se battre. Mais il y a en RDC, il y a un potentiel, il y a un talent. Il y a ce que j'appelle une matière grise qui peut faire avancer les choses. Donc, le pays pivot, c'est par rapport à cela. Et, bien entendu, c'est 9 voisins, la RDC. Donc, si la RDC est déstabilisée, les 9 voisins ne vont pas s'en sortir. Si la RDC prend le chemin du progrès et du développement, les 9 voisins vont en profiter. La preuve en est, lorsque le président Mobutu en 1976 a créé la communauté des États des pays des Grands Lacs, à l'époque, en 1976, mais cette communauté, avant que Paul Kagame vienne avec ses ambitions hégémoniques, avait fait en sorte que toute la zone des Grands Lacs avait pris de la puissance. Et je terminerai sur un exemple qui nous est commun. La rumba. La rumba, aujourd'hui, fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et la rumba fait danser le monde entier. Bien sûr. Allez écouter le pont sur le Congo de Franklin Bokaka. Vous comprendrez pourquoi le bassin du Congo, la RDC, est une centralité géostratégique majeure où se joue le leadership mondial, où peut partir la renaissance du Congo. J'y crois à la seule condition qu'on puisse avoir des hommes d'État dans cette sous-région et un peu partout ailleurs. D'accord, donc si je vous suis, la RDC est appelée à jouer un rôle central, un rôle stratégique. Naturellement. D'accord. Mais comment peut-elle pleinement assumer cette responsabilité alors qu'elle est confrontée plusieurs années à une agression persistante de sa partie orientale? Mais parce que tout simplement, la RDC n'a pas vu venir, notamment la classe politique, on y reviendra très certainement, après la chute du mur de Berlin, le départ du président Mobutu, est arrivé l'AFDL, n'est-ce pas? Mais là, il y a eu une espèce de remise en cause de la géopolitique des Grands Lacs qui existait depuis. En fait, c'est les Américains qui ont poussé le bouchon, en se disant que nous avons été... Les Américains se sont dit, nous avons gagné la fin de la guerre froide, parce que l'Union soviétique a été démantelée. Et donc, ils ont poussé le bouchon pour imposer, faire partie Mobutu, qui était en fin de cycle,
et imposer un nouveau leadership. Et ce leadership est parti du Rwanda et de l'Ouganda parce que les États-Unis estimaient que ces deux dirigeants de l'époque avaient une autre vision. Et puis c'était des anglo-saxons, ce qui fait que les États-Unis, plutôt on va dire l'administration démocrate des États-Unis, Bill Clinton et les autres, un peu la France, au regard de ce qui s'est passé avec le génocide, et la Grande-Bretagne ont poussé jusqu'à imposer Paul Kagame qui a imposé l'FDL. Je vais très vite, et il nous est arrivé Joseph Kabila. Mais Paul Kagame, en fait, a tenu à changer de paradigme. Au lieu d'aller dans cette renaissance africaine qui était l'idéal des dirigeants de cette époque, lui, il a voulu faire de la RDC un pays vassal. Il est revenu avec ses ambitions hégémoniques, prédatrices, pour prendre quasiment le contrôle de la RDC et en faire un pays vassal pendant 18 ans, d'où aujourd'hui la question que vous vous posez, pourquoi on est arrivé là? Parce qu'on a eu un voisin, à la fois hégémonique, prédateur, et qui avait des visées qui ne correspondaient pas véritablement aux aspirations, non seulement des peuples africains, mais de la RDC. D'accord. Et en quelques mots, dites-nous, pourquoi, selon vous, pourquoi le Rwanda poursuit-il ses stratégies en RDC plus précisément? Et je vais renvoyer à beaucoup de nos amis d'aller lire, écouter Didier Moumengi. Il a fait un travail formidable sur l'historicité de la crise sécuritaire et de l'agression de Paul Kagame et du Rwanda. Et il a une phrase formidable qui dit, souvent, et je suis spécialiste de contentieux historique, il avait dit dans cette phrase que l'histoire est un instrument fondamental pour la fabrication des solutions. Il faut comprendre l'histoire. Paul Kagame, il faut convoquer la dimension anthropologique pour comprendre l'agression de Paul Kagame. Le noyau primitif du Rwanda, ça s'appelait Basoga, un truc comme ça. Et les différents rois qui ont succédé au Rwanda avaient comme doctrine le Rwanda a pour horizon, l'horizon du Rwanda, c'est aller de frontière en frontière, conquérir des frontières. Et n'oubliez pas que Paul Kagame lui-même dépend d'une lignée royale. D'où, lorsqu'il arrive aux affaires, ce monsieur prend comme une espèce d'héritage en se trompant d'époque, en se disant que, mais tiens, je suis arrivé à la tête du Rwanda, il me faut aller conquérir d'autres frontières comme le faisaient à l'époque ses ancêtres. D'où, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Conquérir d'autres frontières, pour lui, raison pour laquelle vous voyez bien que son narratif change souvent. Un coup, il va aller défendre les Banyamulenge. Un coup, il veut revisiter les frontières nées de la division depuis la conférence de Berlin. Un coup, donc, il change. Pourquoi? Parce que son véritable objectif, c'est de se dire que le Rwanda qui est le mien aujourd'hui n'est pas en capacité de gérer la densité et autres, donc il faut aller conquérir d'autres frontières. Donc il faut comprendre cela pour comprendre cette récurrence de Paul Kagame à agresser la RDC depuis 30 ans et à imposer des chefs à la tête de la RDC. D'accord, nous allons revenir sur Paul Kagame juste après, mais une dernière question pour conclure sur ce sujet. Si cette crise venait à perdurer, quelles pourraient être les conséquences pour la région de Grand Lac et plus largement pour l'Afrique? Mais déjà, elle a trop duré, ça fait 30 ans de crise. Bien sûr. 30 ans, c'est trop. Et lorsque vous voyez les conséquences, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une crise, s'il y a une crise qui a connu autant de morts, c'est la crise en RDC. On parle de 10 millions de morts, c'est un génocide. On parle de destruction, c'est un génocide. Alors, tellement qu'elle a duré, il faut arrêter cela. Bon, si elle dure
Elle dure, pourquoi? Parce qu'on va y revenir. Il y a une responsabilité aussi de la classe politique. Mais il y a une responsabilité de la communauté africaine. On parlait tout à l'heure de l'Afrique. Sous-régionale, régionale et internationale. Donc, pour moi, cette crise, on doit l'arrêter. Et je pense que l'arrivée du président Félix Tshisekedi, qui a changé de paradigme, est en phase de mettre un terme à cette crise-là. J'ai développé sur d'autres plateaux le triptyque après la chute d'Ouvira que le président Tshisekedi a mis en place et qui aujourd'hui a mis en difficulté réelle Paul Kagame comme jamais depuis 30 ans. Dans ce triptyque, j'avais parlé du levier diplomatique, du levier de la cohésion nationale, on va y revenir, et du levier militaire. Et donc, depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi, depuis les 3 dernières années, je suis convaincu, en tout cas c'est ma conviction, que cette crise va à sa fin et qu'il faut tirer des enseignements. Et l'un des enseignements qu'il faudrait tirer, c'est la fin de cette Troisième République et l'émergence du Quatrième République qui viendra après la fin de cette crise, qui va accompagner en fait la fin de cette crise sécuritaire et de l'agression du Rwanda. D'accord, mais vous savez, pas qu'ici, hein, mais vous êtes régulièrement très critiqué et sévère à l'égard du président Paul Kagame. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne confonds pas, moi. Pour moi, il y a un agresseur et un agressé. L'agresseur, c'est le Rwanda. L'agresseur, c'est le Rwanda. En vertu de toute... en violation de tous les traités et conventions dûmes signés par le Rwanda, tant sur le plan de l'Union africaine que sur le plan international. Ça, c'est de 1. Et la deuxième raison, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que moi, je suis convaincu, au travers d'un certain nombre de recherches que j'ai eu à faire, que ça vient de son subconscient. En fait, je dis souvent aux gens, il faut même faire une analyse psychanalytique du président Paul Kagame. Parce qu'il y a une espèce de refoulé en lui. Lorsque vous l'entendez, il y a un tel cynisme au regard des violences. Donc, si je suis dur à l'égard de Paul Kagame, c'est par rapport à ça et par rapport à l'homme Paul Kagame qui, voyez-vous, le président Félix Tshisekedi arrive, je prends cet exemple-là. À un moment, et cette photo-là, souvent, on la met pour accuser le président Félix Tshisekedi. Une photo, il a tenu la main de Paul Kagame pour dire « faisons la paix ». Il avait réitéré encore à Bruxelles. Ça, c'est important ce que je dis. Mais les gens ne se souviennent pas. En 1984, François Mitterrand et Helmut Kohl, alors que la France a agressé, a envahi l'Allemagne a envahi la France à 2 reprises, Première, Deuxième Guerre mondiale. Mais pour faire la paix, à Verdun, le président François Mitterrand a tenu la main de Helmut Kohl, le chancelier allemand, pour faire la paix. Et aujourd'hui, on parle du couple franco-allemand qui est devenu le moteur de l'Europe. Le président Félix Tshisekedi, c'est ce qu'il a eu à faire lorsqu'il arrive aux affaires. Mais ça n'avait rien à voir avec Paul Kagame. Comme le président Tshisekedi l'a dit, il a poignardé au dos. Et ce qui fait que ce monsieur n'a plus... Il n'y a plus d'excuses par rapport à Paul Kagame. D'où il faut une mobilisation de l'Union africaine, de la sous-région et de l'international pour arrêter Paul Kagame, qui est dans une espèce de posture hitlérienne, de nazisme, qui consiste à s'approprier les territoires, à imposer sa loi en violant toutes les lois et conventions et traités du monde. Mais le président Paul Kagame n'est pas le seul. Il y a d'autres dirigeants, d'autres acteurs ici qui jouent un rôle, qui sont impliqués dans cette crise. Tout à fait. Pourquoi vous n'adoptez pas, en tout cas, il n'y a pas cette même fermeté et en tout cas fermeté envers les autres acteurs. Vous avez, on peut avoir raison de dire ça, mais Paul Kagame est le plus visible et c'est Paul Kagame qui tire les ficelles généralement. Lorsque Paul Kagame va en République du Congo en face, chez moi, c'est parce qu'il a des visées à Kinshasa. Lorsque Paul Kagame va en RCA, parce qu'il a des visées au nord de la RDC. Lorsque Paul Kagame va au Mozambique pour aider la compagnie multinationale Total à soi-disant sécuriser ses forages gaziers et autres,
c'est parce qu'il veut avoir la bénédiction de Paris au niveau de la communauté internationale. Vous voyez bien que c'est lui qui est le plus visible et qui tire les ficelles. Et c'est lui qui déstabilise un peu partout dans la sous-région. Il a tenté de déstabiliser le Burundi. Il n'a pas de bons rapports avec l'Ouganda, c'est Kaya. La Tanzanie, n'en parlons pas. Il a des alliés comme au Kenya et autres. Mais bref, c'est le plus visible. Donc il faut taper sur le plus visible. Il faut couper la racine du mal. Et Paul Kagame, je pense, est aujourd'hui devenu la racine du mal dans cette sous-région des Grands Lacs, dans la géopolitique des Grands Lacs, qui manifestement passe son temps à déstabiliser ses voisins au mépris de toutes les lois, de toute la convenance humaine qui puisse exister. Mais Kigali, Paul Kagame et Kigali en général, affirment régulièrement agir pour des raisons de sécurité nationale, pour protéger les populations rwandophones vivant dans l'est de la RDC. Est-ce que cet argument, vous l'entendez? Vous conviendrez avec moi que ces superfuges ne marchent plus. La preuve en est, les États-Unis viennent de lui dire arrêtez avec ces trucs, avec ces prétextes qui ne marchent plus. C'est-à-dire les Banyamulenge, je ne sais pas quoi, les problèmes de frontières et autres. Tout ça, c'est des prétextes qui ne marchent plus parce que nous avons eu à contribuer, en tout cas nous avons contribué à faire tomber ces prétextes-là. Ce sont des prétextes, ça ne marche plus, ça il faut le dire. Maintenant, il lui reste quelques alliés, notamment le jeu plus ou moins insidieux que joue l'Union européenne et la France. Ça, je ne manquerai pas de le dire par rapport à Paul Kagame et son agression, et surtout d'autres puissances, dont la Chine, qui joue aussi un double jeu, parce que je venais de lire dernièrement un article du Monde qui parlait, qui évoquait la fourniture des armes, les armes qu'on retrouve dans les mains du M23, la provenance est souvent la Chine et les pays ex-Union soviétique. Donc ces puissances-là doivent jouer aussi leur rôle, leur responsabilité, prendre leur responsabilité au travers de la résolution 2773 qui demande à ce que toutes les troupes rwandaises sortent et que la RDC puisse recouvrer sa territorialité. D'accord. Monsieur Guy Massimba, au-delà de l'agression rwandaise et malgré l'accord de Washington, dont les effets restent encore limités sur le terrain, il est difficile d'aborder cette crise sans évoquer également les acteurs politiques congolais. Vous critiquez régulièrement certains responsables de l'opposition, ce qui conduit certains de vos détracteurs à vous accuser d'être favorables au régime du président Tshisekedi. Première question. Pourquoi êtes-vous critique à l'égard d'une partie de l'opposition congolaise? Non, ma critique est partie d'un constat simple. Un constat simple qui doit interpeller toute la conscience nationale de la RDC. Ça fait 30 ans que ce pays vit une crise sécuritaire, une violence sans nom. On connaît aujourd'hui le véritable responsable. On connaissait bien avant. La preuve en est, ceux qui étaient avec Joseph Kabila, Cheikh Kitundu, Bochab, Mende, tous aujourd'hui disent nous avons été, passez-moi le terme, entubés. Kabila Kosakibiso, c'est lui l'instigateur. Et je ne comprends pas comment une classe politique qui sait pertinemment que lorsque l'AFDL arrive, il y a eu quand même un chef d'état-major rwandais à la tête de l'armée congolaise. Une classe politique qui sait pertinemment qu'il y a eu le ministre des Affaires étrangères, Bizima Karara, qui est rwandais. Les Roubaix, voilà, tous ces gens-là, ce sont des Rwandais. On leur a imposé ces gens-là. Et aujourd'hui, je vois cette opposition, parlons de cette opposition, qui est aujourd'hui devenue le proxy du Rwanda, qui depuis 97, 98 avec le RCD, M23, CNDP, a toujours, le Rwanda a toujours créé comme ça des groupes armés pour tenir l'est de la RDC. Et cette opposition, c'est quoi? Parlons de l'AFC M23. AFC M23, d'abord c'est M23, c'était RCD, après c'est CNDP, M23. L'AFC est venu s'ajouter. Lorsque le président Tshisekedi avait dit tous ces gens-là, c'est Joseph Kabila, personne ne disait, l'avait pris alors qu'il est le chef de l'État. Personne ne le prenait au sérieux. Il a tous les éléments sécuritaires. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute là-dessus. Souvent le Congo, l'AFC M23, c'est la même chose. Ce sont des proxys de Paul Kagame. Il y a une partie armée, le M23, et une composante politique, c'est l'AFC et souvent le Congo.
Voilà la réalité de cette opposition. Deuxième élément, la C64. Je suis sévère avec eux. Pourquoi? Parce que depuis que la RDC, le Goma et Bukavu sont occupés, lorsque un pays est occupé, regardez la constitution de la RDC. Le peuple doit se mettre ensemble. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'en Ukraine, aujourd'hui, on cherche à savoir qui est Zelensky et autres? 2 ans avant, après... Non. Ils se disent, on se met ensemble pour faire face à l'agresseur. C'est ça. Mais la C64, qui n'a pas compris l'article 64 et qui a oublié l'article 63 de votre Constitution, se met à vouloir quasiment ramener le désordre à Kinshasa. Raison pour laquelle j'ai parlé de la 5e colonne. Mais lorsque vous creusez, et on va y arriver, ces gens-là qui ont demandé d'abord la démission du président Félix Tshisekedi, ces gens-là ont dit à un moment qu'ils vont porter plainte contre le président Félix Tshisekedi. Et lorsque vous creusez un tout petit peu, vous remarquerez que tous ces éléments de langage, tous ces stratagèmes, les ficelles sont tirées depuis Kigali à travers Joseph Kabila. Raison pour laquelle je suis sévère, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Ils voient leurs intérêts particuliers. Et lorsqu'on va arriver sur le dialogue, on comprendra aisément que ces gens n'ont que pour seule occupation, pour seule obsession, le butin du Congo. Le Congo est devenu un butin qu'il faut partager parce qu'il y a un pays agresseur et parce qu'il y a des voisins qui veulent avoir un RDC faible, un géant faible, et chacun va en profiter. Un éléphant que chacun est en train de dépecer au détriment de la masse des 100 millions de Congolais qui attendent de bénéficier de tout ce que Dieu leur a donné comme richesse, comme potentialité. Mais ces opposants-là dont on parle, il y a d'autres qui estiment qu'il est tout à fait possible de critiquer le gouvernement du président Félix Tshisekedi sans pour autant soutenir le Rwanda ou le M23. Est-ce que vous partagez cette distinction? Mais est-ce que cette opposition, lorsqu'elle critique, on les arrête? Parce que c'est ça aussi la difficulté avec la RDC. J'entends souvent dictature. Je vois, moi je suis en permanence l'actualité en RDC. Il y a des gens qui critiquent sur des questions sociales, sur des questions de mégestion et autres. Il y a des gens qui critiquent. On ne les arrête pas. Mais lorsqu'on commence à arrêter, c'est parce qu'il y a une espèce, pas une espèce, il y a de l'intelligence avec l'ennemi. Mais, cher ami, le président Joseph Kabila a été quand même traduit en justice, accusé de haute trahison. C'est l'article, je pense, 165 de votre Constitution. Il a créé une milice. Nanga l'a dit. Le M23 appartient à Joseph Kabila. Et je demande aux Congolais de penser au colonel Mamadou Ndala, qui a été, soi-disant, le vainqueur de M23 et tué bien après. Donc, c'est pour dire à quel point cette opposition a du mal à se positionner. D'où je suis très flatté par l'approche du centre, par exemple, de Germain Kabinga. Lui, il a tranché, il a dit, il y a un camp de la patrie et il y a un camp des traîtres. Je ne sais pas moi qui le dis, c'est lui. C'est un ancien qui a travaillé avec Kabila. Il a compris à un moment que c'est être dans la traîtrise que de ne pas voir que nous sommes agressés et que les ficelles sont tirées de l'extérieur et que nous devons faire bloc autour du président Félix Tshisekedi pour faire échec à l'agression. Donc, ma sévérité, c'est au regard de cela. Et au regard aussi de ce que je disais au début de cette tribune. Est-ce qu'on voit la chance que l'Afrique a d'avoir un pays comme la RDC, hier au pied d'argile, aujourd'hui qui est en train de se relever, tant sur le plan diplomatique, sur le plan du soft power, que sur tous les plans. Voilà un peu les raisons de cette sévérité. D'accord. Le président Félix Tshisekedi a répondu favorablement à la demande de certains opposants, et ainsi qu'à la Sanko, sur la tenue d'un dialogue politique. Il faut savoir que ce dialogue a été demandé en fait par
par cette opposition depuis tant de nombre d'années. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est une nécessité politique en ce moment, actuellement? Est-ce que ce dialogue vient au bon moment, selon vous? Bon, écoutez, le dialogue, est-ce qu'il va au bon moment ou pas? Une chose est sûre, c'est que je me réjouis du fait que le président Tshisekedi avait dit en son temps que s'il y a dialogue, c'est moi qui gère à la fois le timing et le contenu et l'ordonnancement. Je me réjouis de cela. Mais non, est-ce que c'est opportun? Oui, c'est opportun. Pourquoi? Je reviens sur le triptyque. La chute à la chute d'Ouvira, le président Tshisekedi avait compris que j'ai pas d'armée, l'armée infiltrée. Et beaucoup d'éléments nous l'ont démontré. À la chute d'Ouvira, le président Félix Tshisekedi avait compris que la classe politique est véritablement infiltrée. Aujourd'hui, il y a pas mal d'arrestations. Ça se démontre de plus en plus. Et en cela, il a mis en place un triptyque. La bataille diplomatique. Et il a gagné beaucoup de batailles. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est la RDC qui est en train de présider le Conseil de sécurité des Nations Unies, membre permanent, non permanent. N'est-ce pas? Au moment où nous parlons là, la RDC est au Conseil des droits de l'homme. Au moment où on parle, la RDC est au Conseil de sécurité à l'OUA. Donc, au niveau diplomatique, la RDC n'a jamais été à ce niveau. Au niveau diplomatique, aujourd'hui, Paul Kagame est isolé. Isolé. Le Paul Kagame qui hier bondait les muscles, aujourd'hui passe plus son temps à pleurnicher qu'autre chose. Et au niveau militaire, on a vu aujourd'hui, on est en train de voir comment le président Félix Tshisekedi est en train de refonder l'armée de la RDC, tant en termes d'équipement, en termes de doctrine de défense, qu'en termes de morale des troupes. Et j'ai constaté dernièrement que il y a eu plus de 20 000 qui ont été formés en Israël, en Égypte et en RDC, qui sont aujourd'hui disponibles. Et il avait besoin d'un deuxième levier. Donc le premier levier est diplomatique, le troisième levier est militaire. Il avait besoin d'un deuxième levier qui est la cohésion nationale. Et la cohésion nationale passe par un dialogue. Mais ce dialogue, les contours sont simples. Hein. C'est les articles 63, que les Congolais a élu les articles 63 et 64 de la Constitution. 63 dit clairement, lorsqu'il y a une agression, tous les Congolais doivent se mettre ensemble pour faire face à l'agresseur. Et l'article 64 surenchérit de la même manière. Donc les contours sont clairs. Ceux qui ne prendront pas à ce dialogue, ce n'est que ceux-là qui privilégient ce que ma thèse que j'ai développée un peu partout dans les médias, la contradiction principale. La contradiction principale pour moi, c'est l'agression de la RDC par le Rwanda de Paul Kagame. La contradiction secondaire, c'est des questions de mégestion, si mégestion est là. Pour l'instant, il faut régler la contradiction principale. La contradiction principale, le dialogue, ça sera pour ça. Donc, autrement dit, ce dialogue, ça ne sera pas à l'image du pacte social qu'a lancé la Cinco. Non, ça sera le timing, c'est le président Tshisekedi, le contenu, c'est le président Tshisekedi, ça se fera en RDC, et l'ordre du jour, ça sera le président Tshisekedi qui va le déterminer, et l'ordre du jour, ça sera comment faire échec à l'agression. Et selon vous, quel objectif que le cadre de concertation des forces politiques et sociales, C64, quel objectif en fait ils poursuivent en faisant cet appel au dialogue? Non, eux, ils ont appelé au dialogue, mais le dialogue de la C64 et de la Cinco, c'est pas la même nature que le dialogue que vient de convoquer le président Félix Tshisekedi. Mais pas du tout. Leur dialogue, c'était le pacte, le fameux pacte, comment ils appelaient ça, pacte national. Pacte national, je sais pas, un truc comme ça. Alors, dans leur dialogue, c'était à l'image des fameux dialogues que la RDC a eu depuis pratiquement 30 ans. De Sainte City, en passant par Nairobi, en passant par la Zambie, Non. Ça, ce sont des dialogues qui avaient pour objectif non seulement de ramener des gens qui ont tué, des gens qui ont commis des crimes, mais après, on se retrouvait à se partager le pouvoir à travers le butin.
Non. Le dialogue actuel, en tout cas, si j'ai une suggestion à faire, il faut même l'appeler concertation nationale. Concertation nationale. 1. 2. Il faut faire venir les victimes des 30 ans des crimes qui ont été commis par tous les proxys de Paul Kagame. Bien évidemment. Les victimes doivent être là. 3. Les Wazalendo doivent être là. 4. Tous ceux qui sont traduits devant les juridictions, qui ont été condamnés, ne peuvent pas faire partie de ce dialogue. Sont disqualifiés de fait. Et pour moi, Nanga, Kabila, tous ceux qui sont en exil là, c'est souvent le Congo. Et ceux qui appellent à ce que le M23 vienne à ce dialogue sont disqualifiés d'office. Voilà pour moi les contours. Mais pas pour l'intérêt de vous et nous, ou de moi, mais pour l'intérêt de la nation congolaise, qui a trop souffert de ces vrais faux dialogues. Parce que les vrais faux dialogues nous ont amené quoi? Au brassage, au mixage, qui ont fait en sorte que aujourd'hui, l'armée de la RDC est complètement infiltrée, d'où on se retrouve avec un chef d'état-major, le chef d'état-major particulier du président Tshisekedi, et un patron des renseignements qui se retrouve aujourd'hui devant un procès. Voyez-vous? Donc, Joseph Kabila avait réussi à infiltrer et l'armée, et la force publique, et la classe politique. Et ils sont nombreux, ceux qui représentent la 5e colonne. Et maintenant, le conseil que je donne à la C64, qui sortent de la distraction. C'est un problème existentiel. Autant Paul Kagame a dit, si vous combattez le M23, vous allez combattre son régime. Autant dites à Paul Kagame que, si vous combattez Félix Tshisekedi, vous combattez nous, la C64. Ce n'est que de cette manière-là qu'ils vont clarifier leur position et de cette manière-là, ils pourront être utiles pour ce dialogue. D'accord. Du coup, en quelques mots, dites-nous, quel sujet devrait impérativement être abordé dans ces dialogues? Dans ce dialogue-là, je pense que d'abord la crise sécuritaire et réfléchir comment refonder l'État de la RDC. Pourquoi? Parce que j'estime que la 3e République est morte de sa belle mort. La 3e République de Joseph Kabila. Ce d'autant plus que Joseph Kabila est le père de cette constitution. Et le père de cette constitution vient de trahir cette même constitution en prenant les armes, en créant une milice, la M23, et en prenant les armes contre son peuple. Comment voulez-vous que celui qui est le père de cette constitution, dont il se targue d'être, va prendre les armes contre sa propre constitution? Cette constitution, elle est morte. Et cette constitution est appelée à être, non seulement à être... à disparaître, mais à créer les conditions de l'émergence d'une 4e République. Parce qu'on ne se rend pas compte. Je termine par ça. Le président Félix Tshisekedi est en train de mener un combat pour une indépendance réelle de la RDC. On ne se rend pas compte de cela. Peut-être demain, les gens se rendront compte. C'est une véritable indépendance qu'il est en train de jouer contre les puissances régionales qui avaient même bas sur la RDC et les puissances internationales. Merci beaucoup. J'ai d'ailleurs une dernière question à vous poser, qui sera, en tout cas, je rigole tellement que vous me permettez de poser cette question. Ça va être au sujet du président Félix Tshisekedi, parce qu'on a parlé du président Kagame, du dialogue, et de vos détracteurs. Et la question, au regard de tout ce que nous venons d'évoquer, des enjeux politiques, de la crise sécuritaire, du dialogue politique, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le président Félix Tshisekedi et sur son leadership à la tête de la RDC? Belle question de fin. Bon, deux anecdotes dans le baron Nalingala. Deux anecdotes dans le baron. Je sais, le président Félix Tshisekedi a eu un ami de Congo-Brazzaville, un ami à moi, bac à l'école ex-Léopold, je crois que Léopold, aujourd'hui collège Bobotu. Ils étaient ensemble avec Jack Ilunga, mon ami du Congo-Brazzaville, Gisela, et le président Félix Tshisekedi. Et lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, il pose la question à Jack Ilunga. Ça va lui arriver dans les oreilles. A posé question à Jack Ilunga. Ah, pouvoir auto yo, tout ça dans ma maîtrise, il y a un levier tout est. Tout ça dans le Jack Ilunga en tant que moi na kin, moi na mboka lobi ah, comme ton diplôme,
Tu bête à boule, comment tu déboulonner le système plus tard. Mais pour l'instant, tu dis plan, tu bête à boule, si tu déboulonner le système. Première anecdote. Deuxième anecdote. Le président de collège Boboto, toujours actuel collège Boboto, le président Tshisekedi, avec keeper, gardien. Et aujourd'hui, il est le chef de l'État. C'est le gardien de la nation. Le gardien, c'est celui qui empêche que les buts rentrent, que le but est cotaté. Donc, il y a les lots, ils ont joué rôle au Azalaki, les Azalaki keeper, les Azalaki Monamouké. Donc, ces deux anecdotes-là, ça résume, en fait, le leadership du président Félix Tshisekedi. Il a un leadership, ce que les Tibétains, le Dalai Lama appelle le leadership compatissant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui compatit tellement dans la souffrance de son peuple qu'il prend tous les risques à affronter Kagame. Alors que Kagame est considéré comme un tueur. Je le dis et je le souligne. Leadership compatissant. Leadership visionnaire. Il vient, il se rend compte que ce pays n'est pas... C'est un pays béni de Dieu. J'ai 9 voisins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Banama et Tovanda, tout développer un beau kanangai, et puis tout le monde va en profiter. Vision. Et un leadership quasiment presque divin. C'est pas flatteur ce que je dis. Parce que lorsque moi-même, vous savez, j'ai été conseiller d'un ancien chef d'État, le président Yombi Opango. Donc je connais la tâche lourde d'un chef d'État, les risques d'un chef d'État. Et lorsque, depuis 7 ans qu'il est à la tête du pays, je peux imaginer le nombre de coups d'État ou d'assassinats dont il a échappé. Ça peut être que divin, au regard de l'infiltration sécuritaire et politique de la RDC par le Rwanda. Donc par rapport à ça, je ne peux que souhaiter bonne chance, mais je dis au président Félix Tshisekedi d'être regardant sur son entourage, parce que généralement, le chef qui est précurseur a du mal à trouver des cadres capables de l'accompagner dans une mission aussi exaltante que celle qu'il a aujourd'hui. Ok. La bandi président Félix Tshisekedi Ryokayo, émission Oyo. Et si vous avez un dernier message à adresser aujourd'hui au président Félix Tshisekedi, à Paul Kagame, aux dirigeants congolais ainsi qu'au peuple congolais, que serait-il? Au président Félix Tshisekedi de garder le cap. De garder le cap parce qu'il a éveillé un certain nombre de consciences, dans la mienne. À notre niveau, on joue notre rôle d'analyse politique, doctrinaire panafricaniste, spécialiste de contentieux historiques pour édifier à la fois l'opinion nationale congolaise, internationale, sur les enjeux de la crise en RDC. Je pense qu'il doit garder le cap. Les résultats sont là. Je pense qu'on va triompher de cette, il va triompher de cette crise-là. À la classe politique de la RDC, de reprendre un minimum de conscience, de se dire qu'il y a un problème existentiel, ils doivent se mettre d'accord pour résoudre la contradiction principale qui est l'agression. La contradiction secondaire, ils auront la possibilité de... Et comment il faut refonder l'État. À Paul Kagame, je lui renvoie l'image de Helmut Kohl et François Mitterrand en 1984 à Verdun. On lui a tendu la main, Paul Kagame. Le président Félix Tshisekedi lui a tendu la main. Il n'a pas voulu, il a continué à le poignarder, à poignarder les Congolais. Mais qu'il sache que l'histoire est juge implacable. Tôt ou tard, il répondra devant l'histoire de ses crimes et de ses injustices. Et aux Congolais, batia foi, espérance. Parce que Mboka wana, il y a les Mboka, il y a Bakoko, il y a Simon Kimbangu, il y a Bakoko Nabiso. Ngai, na boanya na ngai, na moi maelo nzamba pesi ngai, to ça en sorte que lobby te met la moi bière na kalamu, c'est ça, na matonge, pour que vive la République de la RDC libre, prospère pour tous et un véritable pivot pour la Renaissance africaine. En tout cas, on espère, c'est notre prière. Merci. Monsieur Guy Mafinba, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir partagé avec nous votre analyse sur ces questions majeures qui concernent l'avenir de la RDC et de l'Afrique. Merci.